Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous extrêmement bien depuis le mois dernier si vous ne faites que suivre les reviews de l'Attaque des Titans sur la chaîne. Sinon, eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de ce chapitre 103 exceptionnel. J'ai une poussière qui vient de passer devant ma gueule, bref, peu importe. Alors avant de parler de ce chapitre en lui-même, il faut que vous sachiez que j'ai lu la première version disponible pour la version anglaise. Donc ça veut dire qu'il y aura une version 2 et que la traduction n'est peut-être pas totalement fiable. Et donc a priori, il y aura peut-être des chances que ce que je vais vous dire aujourd'hui bien changera lorsque l'on aura des traductions définitives. Donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, mais au moins savourez ce que je vais vous dire. Et n'hésitez pas à chercher le scan de votre côté si vous voulez le lire. Et d'ailleurs, lisez-le peut-être avant de regarder cette vidéo. Dans cette toute première partie de chapitre, on se retrouve avec la vue de Falco qui venait d'être protégé par des mains, donc vous vous en doutez, les mains du titan cuirassé, étant donné que voilà, Reiner était à côté de lui lorsque Eren s'est changé en titan, et donc on comprend évidemment que Falco n'est pas mort, et que Reiner ne l'est pas non plus, puisque le Falco le dit, il est juste à l'heure actuelle inconscient. Alors avant même de continuer d'aller plus loin, je sais pas si vous avez remarqué dans ce chapitre, mais les dessins étaient juste sublimes, surtout au niveau des ombrages. J'ai trouvé ça exceptionnel par rapport à tous les chapitres de l'Attaque des Titans que l'on a pu avoir, et vraiment la qualité du trait était juste dingue. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je tenais à le notifier quand même parce que ça fait plaisir d'avoir justement des chapitres aussi dingues, surtout que l'Attaque des Titans en manga était réputée à l'époque pour ne pas être très beau, et là voilà, au moins ça fermera la bouche de tous ceux qui se plaignaient du design et de la manière de dessiner d'Hajime Isayama. Alors ce qui se passe forcément, c'est que Falco va se réveiller, il va se rendre compte voilà, du champ de bataille, de ce qui se passe, et de la situation d'Eren en ce moment même, qui est suspendu, qui est transpercé par les sortes de lances qu'a produit le titan Warhammer. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dans les premières informations de ce chapitre, donc voilà, on va voir un petit peu des plans de comment se passe la bataille, de chacun des personnages, surtout d'Eren, la manière dont il est suspendu avec le titan Warhammer dans la main, bref, peu importe. J'ai trouvé ça beau, mais en soi j'ai pas vraiment vu de grand intérêt à ça, enfin du moins j'ai pas relevé d'informations particulières. Non, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est le fait que Falco nous explique que la régénération donc d'un détenteur d'un titan primordial, d'un guerrier, ne se fait que lorsque celui-ci le désire également, le veut vraiment. En gros, s'il n'a plus l'envie de vivre et qu'il décide bien de ne pas se guérir, et je crois que c'est surtout l'envie de vivre et l'envie une réelle envie de se soigner, eh bien ça ne se fait pas. Et donc ça pourrait expliquer pour certains, ceux qui se posaient la question, mais comment Eren a pu faire en sorte de ne plus avoir de jambes et qu'elle ne se reconstitue pas? C'est juste qu'Eren a su certainement contrôler cette volonté de ne pas se régénérer au niveau de cette jambe, tout simplement. Après peut-être qu'il faut des certaines facultés pour réussir à contrôler cette envie, mais bon, peu importe. Toujours avec Falco, il va justement avoir une discussion avec Reiner, une discussion plutôt un monologue, puisque Reiner est inconscient comme je vous le disais. Voilà, un monologue assez symbolique pour lui dire tout simplement que voilà, tous ses camarades sont ici, ils sont sur le continent en réalité. Voilà, Gabi, tous les autres, ils sont là pour lui, donc ce sont ses camarades. Et il ne faut pas se laisser mourir alors qu'ils sont là pour lui. Bon, enfin, je dis que c'est une scène forte, oui et non en fait, parce que on sait pas, peut-être que c'est ces mots-là qui vont faire en sorte que Reiner se remette d'aplomb pour retourner sur le champ de bataille, ou enfin retourner sur le champ de bataille, bref, peu importe, du moins se remettre en état. Après, ce qu'il fera, on verra, on ne peut pas savoir, on peut que spéculer à l'heure actuelle. Et donc voilà, je pense juste que cette phrase aura peut-être son importance, je pense que peut-être que Reiner l'a entendu et que ce petit monologue qu'a eu Falco n'est pas si anodin que ça. Je pense pas qu'on l'aurait mis autant en avant s'il n'y avait pas de réel intérêt. Ensuite, je vais pas trop rentrer dans les détails sur l'affrontement qui est en train de se dérouler. Les deux camps se rendent coup pour coup réellement. On a des scènes d'action juste épiques. Sig qui commence avec son titan bestial à déglinguer les habitations où s'était réfugié le bataillon d'exploration. Sig qui est à la fois protégé par Pic dans son titan mâchoire, charrette, bref, il a plein de noms, je sais. Non, titan charrette, titan mâchoire, c'est l'autre, pardon. Avec justement la brigade blindée, elle arrive à protéger Sig et à protéger sa nuque, étant donné que c'est lui qu'il faut protéger à tout prix. Après cette scène, on passe sur le point de vue d'Eren, justement, qui tient à l'heure actuelle le titan Warhammer dans ses mains, qui est dans sa sorte de cristal, bref, exactement la même matière que composait le cristal d'Annie dans lequel elle s'est renfermée. D'ailleurs, Eren réévoque Annie, mais il ne parle pas il nous donne pas d'informations sur sa position, où elle pourrait être. Ça se trouve, elle n'a même pas bougé de l'île. Je trouverais ça trop bizarre, mais en même temps,
Ouais, enfin, ce serait un peu du gâchis en fait, de nous avoir teasé qu'Annie pourrait potentiellement revenir maintenant, et finalement, bah, qu'elle ne soit pas là, ou qu'elle ne soit même pas... Enfin, qu'elle soit toujours dans son cocon là, je trouve ça un peu con. Mais bref, peu importe, c'est un autre sujet. Et donc, Eren décide de mettre un énorme croc, justement, dans le cristal, certainement pour essayer de bouffer, forcément, le Titan Warhammer, mais pour certainement aussi tester la résistance de ce cristal, pour voir si c'est réellement la même composition que celui d'Annie. Et puis finalement il se rend compte évidemment que c'est la même composition, il a la mâchoire complètement éclatée. Et là il fait un truc d'assez surprenant, qui nous montre à quel point il s'est développé en termes de maîtrise de son titan, de maîtrise de son pouvoir qu'il a. C'est-à-dire qu'il va sortir de la carcasse en fait de son titan actuel qui vient de se dégommer la mâchoire, et directement après s'en recréer un nouveau. Chose qui n'était normalement pas possible auparavant, ça prenait trop d'énergie, enfin je sais plus réellement les raisons, ça date d'il y a tellement longtemps, mais bref, peu importe. On savait que c'était très difficile à faire, voire impossible. Et Eren le fait sans aucun problème, et c'est là qu'on voit qu'il maîtrise de mieux en mieux, pas encore à 100% on s'en doute, mais qu'il maîtrise vraiment très bien son pouvoir de titan, comme on l'avait vu tout à l'heure avec le fait de contrôler sa régénération, et là encore une fois le fait de pouvoir recréer un titan quasiment instantanément. C'est là qu'on se rend compte qu'Eren, je sais pas quel entraînement il a pu subir sur l'île du paradis durant ces quelques années, durant cette ellipse, mais malgré tout, ça a pas dû déconner. Il a dû prendre conscience certainement déjà de tous les souvenirs des anciens détenteurs des titans, et donc potentiellement de ceux qui ont pu le maîtriser, par exemple Eren Kruger. Hein. D'ailleurs Eren Kruger, je ne réévoque pas ma théorie qu'il y a dessus, je l'ai exposé je ne sais dans combien de vidéos de review de chapitres. Alors, si vous voulez aller la voir, parce que je risque de la réévoquer après, voilà, allez voir les autres vidéos de review, vous la trouverez, et puis bon, peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo à part, comme ça j'aurai plus besoin de la réexpliquer. Remarque, comme on approche du dénouement, elle risque d'être démentie ou approuvée très bientôt, donc bon. Après cela, une fois qu'Eren donc sort sa nouvelle carte, donc le fait de pouvoir recréer instantanément un titan, Porco et Pyke sont en train de discuter, et justement, bah Porco, voilà... stresse un peu quand même, est un petit peu effrayé malgré tout, même si bon, il essaye de pas trop le montrer, on sent qu'il est pas bien, et Pyke le ressent immédiatement, et commence à l'interpeller en lui demandant mais qu'est-ce qui l'effraie en fait. Et là, elle fait un bilan de la situation, qui selon elle est assez intransigeant. Hein, en gros, à l'heure actuelle, la manière dont elle nous l'expose, sur le champ de bataille, les forces du bataillon d'exploration et donc de toutes celles de l'île du paradis n'ont absolument aucune chance à l'heure actuelle, et elles sont en train de perdre le contrôle actuel de la position là où ils sont. Ils n'ont pas possibilité de battre en retraite, au niveau des titans ils sont bien mieux couverts que les autres, etc. Et donc Pyke à ce moment là fait un bilan vraiment fort en fait, et c'est ça qui va être d'autant plus intéressant par la suite dans ce chapitre. Parce que là, on sent que c'est peut-être cet excès de confiance qui leur a coûté cher. Et donc je ne vais pas vous exposer toutes ces explications, mais elle termine par, dans tous les cas, le but principal que l'on a, c'est de protéger notre chef à l'heure actuelle. C'est lui absolument qu'il faut protéger, ça doit être... c'est l'arme maîtresse, c'est l'arme stratégique sur ce champ de bataille à l'heure actuelle. C'est donc Sig dans son titan bestial. Ou Zeke, enfin bref, vous prononcez comme vous voulez, me saoulez plus avec ça, c'est incroyable. Oui, je repense à des commentaires que j'ai vus il y a pas longtemps. Et alors là, cette action m'a totalement... je sais pas, j'ai pas les mots, j'ai pas les adjectifs. En gros, j'ai tellement kiffé la scène d'après où justement Sig dit qu'effectivement c'est ça qu'il faut faire à l'heure actuelle, en gros c'est le protéger, enfin d'après la traduction que j'ai vue, donc après peut-être que ça va changer d'ici là. Et là, donc il prend des débris dans ses mains et il commence à les jeter, donc il fait en gros table rase du champ de bataille de ce qu'il y a autour de lui, et il arrive à dégager le champ de bataille pour avoir Eren en face de lui. Et là, il sort ces mots extrêmement forts, mais... qui peuvent être interprétés de plein de manières différentes. Ça peut suivre la théorie que j'évoquais avec Eren Kruger, blablabla, je vous invite à aller voir les autres reviews pour comprendre, et ça expliquerait pourquoi ils ne sont pas forcément ennemis. Enfin, que Sig et Eren Yeager ne sont pas forcément ennemis. Mais en gros, Sig nous dit que, à l'heure actuelle, enfin que, même pas à l'heure actuelle, il dit Eren Yeager n'est pas mon ennemi. Et là, c'est très fort, parce que, finalement, il nous dit pas qu'il est du côté du bataillon d'exploration, parce qu'il ne l'est pas, clairement, il ne l'est pas, parce que il nous dit juste après que Levi est son véritable ennemi, mais que Eren ne l'est pas. Par contre, on comprend pas mal de choses, enfin on peut supposer pas mal de choses. Déjà par rapport à mon ancienne théorie, elle n'est pas forcément démentie. Là à ce moment-là, elle est peut-être un peu confortée par rapport à tout ce que j'avais pu dire. Mais surtout, ça remet en évidence la potentielle discussion qu'il y a eu lieu entre Eren et Sig quand Eren était infiltré. Que ce soit directement lorsque l'on a vu par exemple l'indice du gant de baseball que Sig avait à un moment, qui s'est retrouvé juste après à côté d'Eren sur le banc. Donc on s'est dit ouais, il y a peut-être eu un rapprochement entre les deux, ou c'était un faux indice tout simplement, c'est possible. Mais en tout cas, enfin...
c'était pour nous suggérer ça, et c'était peut-être pour nous mener en bateau aussi. Mais en tout cas, ça pourrait correspondre à ce que Sig dit à l'heure actuelle, qu'Eren n'est pas son ennemi. Et enfin, lorsque l'on repense aux correspondances qu'Eren avait avec sa famille, et lorsqu'il passait par l'intermédiaire de Falco pour envoyer ses lettres, eh bien on se demandait justement qui pouvait être cette famille. Parce que personnellement, j'ai tout de suite pensé à Sig, parce que ça rejoignait ma théorie que j'avais évoquée il y a des chapitres auparavant. D'ailleurs, je ne me souviens même plus, c'était un chapitre que j'avais d'ailleurs fait une review avec Magali ce jour-là, donc voilà, ça commence vraiment à dater. Et en gros, ça pourrait conforter cette idée que à ce moment-là, au moment des correspondances, c'était avec Sig, qui lui est justement au niveau du quartier général, là où Falco devait faire passer les lettres, et certains pensaient que c'était directement aux Eldiens insulaires, ce qui est en soi fortement probable également, parce que bon, on se doute que sa famille, ça peut être directement les gens de l'île, et puis ça pourrait expliquer pourquoi ils se sont retrouvés là pile le jour de la représentation, puisqu'il y aura eu des correspondances avec Eren, mais c'est vrai que j'étais plus parti dans l'optique que les correspondances se faisaient avec Sig. Alors après, quel en était le contenu, quel était leur but, pourquoi Eren et Sig ne seraient pas ennemis, et on sait déjà, lors de la bataille de Shiganshina, il me semble, hein, je me trompe peut-être de nom, bref, peu importe, on sait que Sig n'avait pas pour but de tuer Eren, il voulait récupérer le titan primordial, le titan originel que possède Eren, mais à aucun moment il a eu l'intention de le bouffer en réalité. On l'a bien vu lorsque Six venait de se faire défoncer et qu'il était dans un état pas possible. Pyke l'a quand même déposé devant Eren et il lui a dit viens avec moi, c'est pas pour ton, c'est pour ton bien, c'est vraiment pour toi qu'on fait ça. Et je pense que ce n'est pas en adéquation avec le plan d'Aemar, évidemment, parce que l'Aemar, je pense qu'il voulait juste récupérer le titan originel, mais en aucun cas laisser Eren vivre. Par contre, ce qui est probable, c'est que Sig, de son côté, avait un autre plan, et lui faisait un petit peu l'agent à part, en réalité, tout comme Eren aujourd'hui. Il y a possibilité qu'en réalité, Eren ne soit pas réellement dans le camp du bataillon d'exploration et des ennemis insulaires, et que Sig ne le soit pas réellement non plus, mais que les deux soient en réalité dans un même camp, hein, potentiellement par l'intermédiaire d'Eren Kruger, comme je l'avais déjà expliqué, mais bon bref, ça je vous invite à revoir la vidéo, encore une fois, je me répète trop, je suis désolé. Et à ce moment-là, ça expliquerait pourquoi Eren en fait un petit peu casse sa tête, depuis, d'après ce qu'on comprend en tout cas, et que finalement, quel serait leur but? On ne le sait pas vraiment, peut-être arrêter toutes ces tensions qu'il existe entre les Mars et les Eldiens, peut-être arrêter ce cycle sans fin qu'on nous évoque d'ailleurs à la toute fin de ce chapitre en petit commentaire. Voilà, on ne sait pas réellement quel serait leur but, mais il y a possibilité que les deux soient alliés entre eux, mais ne soient plus réellement dans leur camp respectif. Enfin du moins, Eren était réellement avec les Eldiens de base, mais si peut-être que depuis le départ, il n'a jamais été réellement pour les Mars, au service des Mars, il avait peut-être sa propre cause dès le départ, comme je l'avais déjà expliqué. Et ça pourrait concorder avec les images que l'on voit à l'heure actuelle. Surtout que la réaction de Pyke et de Porco est juste exceptionnelle, on le voit à leur visage qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin voilà, pas quelque chose qui va pas, mais ça les surprend parce que Eren est censé être l'ennemi mondial numéro 1, et pourtant Sig dit moi ce n'est pas mon ennemi, et tout de suite ils se demandent quelles sont les motivations de leur chef, enfin en tout cas c'est sous-entendu, on ne le voit pas réellement, ils le disent pas, mais forcément que tu serais choqué à leur place, tu vois, et j'ai trouvé ça vraiment très fort. Et ensuite comme je vous le dis, Sig annonce que son véritable ennemi c'est Levi, parce que bon il le connaît, hein, on sait comment il lui a mis la misère la première fois, donc voilà, c'est contre lui qu'il en a. Alors là je suis pendant le montage et je fais juste une petite aparté parce que justement j'ai loupé un truc énorme en fait dans la review, que j'avais pas vraiment fait gaffe en lisant, j'avais mal lu. Effectivement on se rend compte que Sig, au moment où il annonce en réalité que, il annonce plutôt qu'il en a après Levi, pas vraiment, c'est juste qu'en fait à ce moment là il s'adresse directement à Levi en lui disant que c'est plus ou moins mauvais pour lui et qu'il est temps de sortir pour lui puisque le temps et l'heure est en train de tourner, et il l'annonce comme s'il savait quel était le plan en réalité du bâton d'exploration, comment il allait s'agencer, à quelle heure tout ceci allait se produire et pourquoi c'était autant timé. Alors comment il connaît ce plan? On suppose que c'est grâce à Eren ou autre, on sait pas vraiment, mais donc voilà, c'est un point ultra important que j'avais même pas notifié, donc n'hésitez pas si vous avez des hypothèses à les faire en commentaire. Puis ensuite on a une scène avec Falco qui justement était au pied des titans, il croise Magat et là Magat lui dit de s'en aller du champ de bataille et tout ça, il lui fait un bilan de la situation avec Reiner, là où il se trouve à l'heure actuelle, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer et à cause de quoi ça s'est produit, et forcément au moment où il dénonce que c'est à cause de Eren Yeager que Eren est dans cette situation, Gabi est juste devant et a tout entendu, et là on se doute qu'avec Gabi ça va partir en couille, il va forcément y avoir quelque chose. Après quoi, encore une fois, bon c'est comme dans le dernier chapitre, on se doutait qu'il y aurait quelque chose avec elle,
qui ferait une action, peut-être une action clé, finalement, peut-être une toute petite action, mais une action clé, tu vois. Un peu comme Vegeta lorsque Gohan était contre Cell et qu'il a balancé son petit Kikoa qui a permis la victoire, tu vois. Oui, si t'as jamais regardé Dragon Ball Z ou Dragon Ball, tu comprends pas. Ok, bon, peu importe. C'est voilà, c'est une analogie que seuls ceux qui ont regardé peuvent comprendre. Et attention, scène exceptionnelle depuis tellement de chapitres, on l'attend. Mais vraiment, c'est une scène où l'on voit donc les forces Mar, a priori, qui se trouvent à un autre endroit, et qui se rapprochent certainement, enfin, je sais pas, enfin, ils doivent être au niveau de leur port, où ils ont toutes leurs forces maritimes. Et là, ce qui se passe, c'est que toutes les forces qui veulent se diriger là où se déroule le champ de bataille, s'arrêtent puisqu'il y a un bateau de pêcheurs justement devant eux, et ils interpellent ce bateau de pêcheurs pour lui dire mais attention, c'est dangereux, ne restez pas là, vous voyez pas que il y a une armada de bateaux autour de vous, ça craint à mort. Et là, qui c'est sur le bateau? Qui c'est sur le bateau? C'est Armin, mon gars. Mais oui, c'est Armin, enfin on l'a. Et on s'en doutait qu'il allait avoir un rôle clé. Ça paraissait assez évident, étant donné que voilà, c'est Armin maintenant, c'est la tête pensante du bataillon d'exploration. D'ailleurs, au niveau des têtes pensantes du bataillon d'exploration, je me demande où est Hansi quand même, parce que je sais pas où elle est. Et je pense qu'elle a son importance. Mais bref, soit dit en passant, on voit Armin. Il a pas tant changé que ça, on voit qu'il a grandi, mais on voit toujours pas ce putain de titan colossal. Il se change en titan colossal, on comprend qu'il éclate les forces maritimes alliées, mais on ne le voit pas. On ne le voit pas, et c'est trop dommage, enfin c'est trop dommage, c'est fait exprès pour nous teaser le prochain chapitre, mais on comprend que y a des chances que donc ils détruisent la flotte ennemie, donc a priori il n'y aurait pas de renfort maritime, mais il y a de fortes chances également qu'ils se dirigent à l'heure actuelle sur le continent, là où se trouve le champ de bataille, et donc là ça ferait encore plus pencher la balance du côté des Eldiens, parce que dans la suite de ce chapitre, ça va pas se passer comme Pic l'annonçait. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est ce qui se passe ensuite après la transformation d'Armin que l'on ne voit pas. Donc a priori, il déglingue les forces ennemies. Bon, voilà, c'est ce que j'ai compris, après peut-être que je peux me tromper. C'est l'intervention de Magat et de Gabi qui m'impressionne vachement, qui me trouble un peu parce que j'ai du mal à les interpréter. C'est-à-dire que Gabi pointe a priori quelque chose de très grand, donc bon, certainement un titan colossal. Elle n'a pas tant que terminé sa phrase en disant, elle commence en disant, commandant Magat, c'est le... Et elle termine pas. Et à ce moment-là, forcément, on se pose la question. Enfin, on se dit, bon, elle veut dire c'est le titan colossal. Sauf que Magat dit quelque chose d'assez troublant, puisqu'on a l'impression qu'il interpelle directement le titan comme s'il était devant lui. Alors peut-être que c'est plus une réflexion à lui-même qui se fait en lui parlant, même s'il sait qu'il l'entend pas, donc je sais pas vraiment. Mais en gros, il nous dit que le port, enfin le truc naval de ces armées a été détruit. Qu'est-ce que tu peux faire à propos de ça ? Et c'est ça, il nous sort ça comme ça, et donc on sait pas à qui réellement il s'adresse, on comprend pas vraiment à qui il parle, mais bon, on suppose qu'il parle au titan colossal, et chose troublante après, c'est que la transformation du titan colossal a l'air tellement puissante que il se retrouve également projeté. Alors ce qui est troublant, c'est que il a l'air vachement loin, le titan colossal quand même, pour que cette transformation soit aussi puissante. Ça paraît surprenant, mais c'est fort probable aussi, donc je sais pas, j'ai trouvé cette scène assez spéciale, comme si peut-être il y avait un autre titan dans le coin, hein, qui sait, qui aurait pu engendrer cette nouvelle transformation, mais a priori les autres ne le relèvent pas, donc ce serait encore une fois l'explosion du titan colossal, mais elle me trouble un peu, je sais pas trop comment la voir, peut-être que avec la nouvelle version traduite, retraduite, je comprendrais mieux, mais là pour l'instant je suis un peu dans le vague. Ensuite ce qui se passe forcément, c'est que ils comprennent, les ennemis, enfin... Les titans du côté des Mar comprennent que c'est le titan colossal, et donc Sig leur explique qu'il a été volé, enfin Sig ou même Pic, parce que Pic elle est au courant, qu'il a été volé par l'un des habitants de l'île, et là forcément Porco pète un câble, et il se dirige à toute vitesse pour se venger de ce titan. L'erreur, la perte de sang-froid à ce moment-là, qui va complètement chambouler la stratégie, et qui va faire en sorte que la plupart vont se faire défoncer tout simplement. Donc Porco court à toute vitesse en direction certainement du... Alors a priori ça ressemble plus comme s'il allait attaquer Eren, mais bon, on sent qu'il va attaquer le titan colossal qui se trouve bien plus loin, sauf que Mikasa lui barre la route étant donné qu'elle était là sur le bâtiment, donc il lui saute dessus, il comprend que c'est une Ackerman, et à partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer entre les deux. Le combat s'arrête direct, il s'arrête net, donc on aura la suite de ce combat, de cet affrontement entre les deux dans la suite, enfin dans le prochain chapitre. Ensuite, justement, comme l'erreur, la perte de sang-froid a fait que ça a complètement chamboulé leur stratégie, Levi arrive par derrière et dégomme le titan bestial, donc Sig. Alors a priori, on suppose qu'il est mort, il y a de fortes chances qu'il soit mort, la manière dont il s'est fait achever, pour moi il est censé être mort.
Mais bon, on sait jamais, hein, vous savez, on sait jamais, peut y avoir des trucs qui peuvent nous surprendre, peut-être que il est en train d'agoniser, il va bientôt mourir, peut-être que justement il va pouvoir nous faire des révélations, ou peut-être que réellement il est mort et puis nada, on n'en parlera plus. Pour moi il est mort, mais bon, on sait jamais. Et tout de suite après, bah ça surprend tout le monde, hein, parce que Zeke, Sig, peu importe comment vous le prononcez, il vient de décéder, hein, et donc c'est lui qu'il fallait protéger à tout prix, et puis c'était la pièce maîtresse de leur armée, et là, bah ils l'ont perdu. Et puis forcément, le bataillon d'exploration ensuite profite de l'opportunité. Alors je sais pas si ça avait été timé, peut-être que c'était pile à cette heure-là que ça devait se produire, étant donné qu'Armin se change en titan pile à ce moment-là, bref, on ne sait pas, peu importe la stratégie, en tout cas, à ce moment-là, le bataillon d'exploration se jette sur le titan Charrette également, et enfin se jette, profite du fait que Sacha a réussi à éliminer l'un des soldats en fait des forces armées, des unités blindées pardon. Elle arrive à le sniper total, donc on voit encore une fois que Sacha, tireur d'élite, hein, y a rien à dire là-dessus. Enfin, le bataillon profite de ça pour se jeter sur le titan Charrette. Jean qui assène un premier coup des armes qu'ils avaient utilisées contre tous les autres titans depuis le début, les nouvelles armes de génération 2, enfin bref, j'ai pas de nom, j'ai plus le nom, peu importe, les trucs explosifs, ils arrivent à dégommer le casque donc de ce titan, et ils enchaînent ensuite à toute vitesse plein de mêmes trucs explosifs qui arrivent dans la gueule, de lances explosives, qui arrivent dans la gueule du titan Charrette, qui tue à la fois tous les membres qui se trouvaient dans le blindage, voilà, qu'est-ce que je voulais que je dise de plus, je sais pas comment l'appeler autrement, et également Pique qui décède à ce moment-là. Alors là vraiment, si elle est encore vivante, je comprends absolument pas. Pour moi elle est décédée, c'est tout. On voit même en fait, c'est-à-dire qu'on voit même pas que le titan qui se fait déglinguer, on voit même la personne qui est à l'intérieur, on voit même Pique qui se fait déglinguer, donc pour moi elle est décédée également. Donc ils viennent de perdre leurs deux plus grosses forces de frappe à ce moment-là, à cause d'une erreur d'inattention, à cause d'une perte de sang-froid. Enfin, je vous dis qu'elle est morte, mais au final, dans la dernière scène, on a un énorme doute, étant donné que à ce moment-là, Jean décide d'aller achever le titan Charrette, et Falco va s'interposer en lui disant de ne pas faire ça et de cesser ses combats. Et c'est là que justement on a la petite phrase nous expliquant que... Enfin, pas nous expliquant, mais en posant une question, en faisant une interrogation, demandant s'il est réellement possible d'arrêter cette chaîne de tragédie en fait. Et a priori c'est intéressant parce que justement ça peut laisser penser que Pique est encore vivante, mais bon, vu ce qui s'est passé avant, c'est trop troublant, c'est trop bizarre qu'elle le soit. Mais bon, comme Falco s'interpose et que Jean était là pour l'achever, ça veut peut-être dire qu'elle n'était pas encore morte. Donc peu importe, c'est là-dessus que se termine ce chapitre. Une hype de fou pour la suite. J'aimerais tellement avoir, moi personnellement de mon côté, avoir des révélations sur Sig en soi, sur la potentielle discussion qu'il aurait eu avec Eren, le fait qu'ils ne soient pas forcément ennemis. Leur lien, bon, autre qu'ils soient demi-frères, mais peut-être le lien qui les unit, ce serait Eren Kruger comme je le pensais, pourquoi pas, peut-être un plan avec la Révolution directement, voilà, je sais pas, donc on verra ça par la suite, j'espère réellement avoir des réponses dans le prochain chapitre, voir Armin enfin en titan colossal, voir à quel point il est capable de le maîtriser, parce que je suppose qu'il le maîtrise largement mieux que Bertholdt, je me trompe peut-être, mais ça me paraît très évident. Étant donné qu'Eren a réussi à maîtriser quasiment à 100% son titan, je vois mal Armin, qui était avec lui certainement durant une longue période, ne pas réussir à atteindre à peu près le même niveau. Même s'il l'a depuis moins longtemps, voilà, on suppose qu'il peut se démerder quand même. Et donc voilà, j'en attends énormément. D'ailleurs, donc ça démentit, oui j'avais oublié un truc, ouais, ça démentit le fait que je pensais que le soldat qui avait ouvert la trappe pouvait être Armin, donc non, ce n'est plus Armin, on est sûr c'est pas Armin, on sait que c'est pas Jean, a priori c'était pas Connie non plus au niveau des cheveux, bon, on sait jamais, ça aurait pu, peut-être que c'est Connie, hein, on peut pas savoir, mais il paraissait quand même extrêmement grand, donc il y a quelques doutes à ce niveau-là, mais bon, peu importe, en tout cas, a priori... ce n'était peut-être aucun des trois, et il serait possible que ce soit quelqu'un qui se soit infiltré chez la garde rapprochée des Tybur, puisque on sait que ce sont des hommes extrêmement grands, peut-être des hommes mi-titans, des expériences mi-homme mi-titan, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est pour cette garde rapprochée, mais a priori ça pourrait correspondre à cette histoire de taille. Alors pourquoi cette personne serait du côté des reines et des autres, enfin du bataillon d'exploration, est-ce que c'est quelqu'un d'infiltré? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en relation avec eux? Qui les aurait mis en relation? Il y a tellement de questions en fait qui peuvent se poser, pardon. Je suis encore plus dans le vague, je suis tellement hype pour la suite. J'espère que vous l'êtes également et j'espère, écoutez, que la vidéo vous a plu et j'espère également que vous vous porterez bien d'ici la prochaine review du mois prochain et surtout la prochaine vidéo si vous voulez. D'ailleurs, il y a possible qu'on ait passé les 10 000 abonnés. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est 9 998, donc
pour l'instant, ils ne sont pas passés, mais s'ils sont passés, en tout cas, je vous en remercie énormément de suivre cette chaîne et de la faire vivre, tout simplement, parce que c'est cool, quoi. Je m'éclate, je partage ma passion, et je suis heureux que vous soyez là pour poursuivre toutes mes conneries, hein, tout ce que je peux déblatérer. Bref, peu importe, prenez soin de vous, j'ai assez parlé, et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prière de ne pas déranger, le maître de cérémonie voudrait poser quelques vérités sur papier. Le monde va mal, mais ce n'est pas dû à la crise, mais bien au mal, présent dans la tête des gens. Tout comme les stars qu'on est trompés et dirigés vers un chemin maudit, un guet-apens, un pseudo-paradis.